Et c'est pourquoi il est fait tant de cas de la carte de la Terre du Milieu. Pour l'infiniment bonne raison, mes enfants, qu'à travers le monde de la Terre du Milieu, c'est de notre monde dont il est question. C'est notre monde qui est raconté, qui est décrit. C'est notre monde romancé qui se voit devenir le théâtre d'événements merveilleux. Voyez-vous, la fiction... Aujourd'hui les mecs, les girls, on va parler géopolitique. Faites pas attention. Les polémiques de Shaw et autres séries fleuves auront au fait de me faire remarquer que ce qui est important dans un univers qui est recréé pour la fiction, c'est les boobs, les culs et les boobies. Non, c'est la cohérence. La cohérence des événements qui nous sont racontés, la cohérence des personnages avant tout et toute autre chose. La sacro-sainte cohérence des personnages. Parlons-en, oui. C'est ce critère qui est à la source des archétypes tels que définis par Campbell, Carl Jung et consorts. Parce que l'on perçoit, pour la plupart d'entre nous, les gens qui nous entourent IRL tels des archétypes. Et toi le premier, Obvious. En toute logique, on s'attend donc à retrouver les mêmes repères quand on nous demande de croire à une histoire qui se veut véridique. Va pour les personnages, c'est expédié. Mais qu'en est-il de la géopolitique de ces univers dans lesquels évoluent nos archétypes si conformes à la cohérence universelle? Avec l'avènement des séries télé, des histoires qui s'étirent sur des dizaines et des dizaines d'heures, le monde dans lequel elles prennent place a acquis de plus en plus d'importance, lui aussi. Et, avec cette importance accrue, celle aussi que ce monde est une cohérence. Pour autant, de même qu'avec les personnages, les événements, on est toujours à la recherche de dépaysement, que ce soit une comédie, un drame, de la fantaisie ou même un documentaire. La demande première est toujours celle du dépaysement. Et c'est alors que les épineuses questions que l'on avait à traiter pour nos personnages, nos événements, ressurgissent de nos gribouillis de créateurs, comme un vilain diable trop longtemps contenu dans sa boîte à ressorts. Comment parvenir à dépayser cette fois ça suffit. Le besoin de cohérence? Fallait bien que tu y passes. Reviens, Pius! Reprenons. En réalité, la problématique appliquée à la géopolitique est beaucoup plus complexe que pour les personnages ou les situations. Tous les deux peuvent encaisser un changement rapide, parfois brutal, sans que ça paraisse trop tiré par la tignasse. Mais la géopolitique est une donnée qui change lentement, souvent par degrés, tellement lentement qu'on ne s'en rend la plupart du temps même pas compte à l'échelle d'une vie. Alors comment combler quand même notre besoin de véracité sans pour autant faire stagner cet élément du récit? Bien souvent, en fait, la géopolitique telle que définie ne vaut pour rien. Dans 90% des récits, elle ne vaut que parce qu'on l'associe à des mœurs, à des coutumes, à des us, à des manières d'appréhender le monde et aux filtres variés qu'on y applique pour satisfaire au mieux la vision qu'on en veut. Pour la quasi-totalité des récits, la géopolitique est un élément d'identification supplémentaire pour reconnaître un personnage ou un groupe de personnages. Le décor familier dans lequel ces derniers évoluent devient une extension d'eux-mêmes. Il évolue selon eux, jouant la représentation de leur état intérieur à un instant T. C'est encore plus flagrant quand on parle de récits audiovisuels. En plus d'associer une région à un personnage, on en vient à l'associer à un type de costume, à des marqueurs physiques qui sont les stigmates de l'origine des acteurs. Acteurs qui sont traités comme des données d'ingénierie supplémentaires. Mais la géopolitique d'un univers, quand elle est bien faite, est plus qu'une extension des personnages qu'elle voit évoluer entre ses frontières. Dans certains cas, elle acquiert une identité propre, presque indépendante de ceux qui la peuplent. C'est d'ailleurs l'ontologie même des univers étendus. Univers étendu. Le terme parle de lui-même. Parce qu'il suffit de nous montrer un seul plan d'une région pour que l'imaginaire s'emballe. Il n'y a qu'à voir à quoi on assiste quand on a des leaks, des fuites, des visuels d'un film ou d'un jeu vidéo. Il suffit juste d'un visuel pour que les théories les plus farfelues émergent dessus. On constate de suite le ludisme des récipiendaires de ces plans, qui s'empressent de peupler par leur propre imaginaire des décors encore vierges de mythologie. Dans beaucoup de situations, d'ailleurs, il n'est pas rare que ce soit les lieux d'un récit qui se révèlent les plus fertiles pour bâtir des univers étendus à l'appel. Et, comme pour les personnages ou les situations, les endroits aussi ont droit à leur lieu commun. Pardon, elle était facile.
On a toujours le sud et sa quiétude, sa tranquillité estivale et son exotisme tribal, autour duquel rôde toujours une ombre de colonialisme. On a souvent l'Est et ses guerres courantes, dans l'imaginaire occidental s'entend, un imaginaire qui a mûri avec le souvenir, plus ou moins proche, de la Seconde Guerre mondiale, donc d'une menace qui se situe le plus souvent à l'Orient. On a toujours le Nord et sa rudesse de caractère, son peuple très ancré dans des traditions considérées par un prisme qui nous les rend éculés, rudimentaires, voire barbares. Le Nord et sa franchise congénitale, sa droiture morale, sa solidarité consanguine. On retrouve aussi l'Ouest et son horizon d'espérance, ses territoires de tous les possibles, comme pour son bord antagoniste dans un imaginaire occidental, j'entends, où la salvation et le renouveau du monde sont localisés là-bas, par habitude. Ou par doctrine. On peut dire doctrine dans ce cas de figure? Et puis, entre les 4 points cardinaux, on a le centre. Une région tellement au milieu de tout qu'elle est rarement exploitée dans nos récits, faute de lui trouver un quelconque intérêt étant donné que sa position la dénue presque toujours d'une identité assez marquée par rapport aux autres. Et puis, est-ce que c'est tout? Voilà à quoi se limite la géopolitique d'un univers fictif. Sud, Est, Nord, Ouest, Centre et... bonne nuit? Pas quand c'est assez développé, ce qui est de plus en plus le cas. Pas quand la géopolitique sert de didacticiel des symboles. Quand on passe ce cap, on découvre aussi le dessous du monde qui nous est raconté. Les cavités ombreuses, vouées à rester cachées au tout venant, à jamais mystérieuses pour le non-initié. On a alors aussi accès au dessus du monde, à ses plans célestes, édéniques pour la plupart, par conformisme de pensée, ou par doctrine. On peut dire doctrine dans ce cas de figure? Et puis surtout, on a accès aux ailleurs, à ces zones de l'espace qui se paient le privilège de se dispenser de localisations bien définies, qui sont, pour le monde raconté et donc pour nous, des contrées inexplorées, qui grandissent dans l'ombre du savoir encyclopédique, toujours restrictif. Ces no man's land qui nous font ressentir que le monde, le vrai monde, compris dans son entièreté, qui ne se décharge pas de son incohérente et authentique étrangeté, n'est pas fait pour être appréhendé par un savoir théorique, mais vécu par une perceptivité hors des sentiers battus. Dans ces nulle part où la narration elle-même semble hésiter sur ce qu'elle est en train de faire se déployer, dans ces nulle part où la narration elle-même paraît chanceler sur ses propres fondations, comme un funambule désorienté, comme si l'on venait de faire un pas de plus, un pas de trop, hors des frontières de ce qui est maîtrisable. Comme si le réel était mis à mal, dévoilant ses propres failles, montrant qu'il n'est qu'une convention, parmi tant d'autres possibles, d'une majorité inquiète, angoissée, effrayée, qui ne recherche plus un imaginaire pour rêver, mais pour se rassurer. La géopolitique est transgressive du virtuel, c'est la partie d'un imaginaire qui ne sera jamais pleinement, totalement, intégralement décrite et délimitée. Faute de pouvoir l'être, tout simplement. La part d'un récit qui aura toujours sa part non négligeable de flou, d'imprécision. Là où, que ce soit pour son créateur ou son spectateur, l'imaginaire aura le plus tendance à s'aventurer pour créer de nouveaux personnages, de nouvelles histoires. La faille d'incohérence qui est si avidement recherchée pour valider un sentiment de véracité face à ce qui nous est raconté. Poussée dans ses retranchements, cette partie du récit peut même donner lieu à une réinvention totalement libre de ce sur quoi elle se base. Lorsque la faille explorée devient la nouvelle norme de la narration, lorsque l'étrange change de camp, pour aller se loger là où on le croyait absent, connu, canalisé. Il n'y aurait qu'à pousser cette idée un peu plus loin pour en venir à croire que c'est précisément cette singularité de l'histoire qui est recherchée par les créateurs, pour qui la transmission est toujours la maîtresse ambition. Et pas la transmission des limites d'un imaginaire cloisonné, non, comprenez-moi bien, mais la transmission de failles de cohérence, qui donnent à un récit toute la véracité qu'il lui faut pour que d'autres se l'approprient à leur tour, jusqu'à le réinventer dans toute la liberté d'un nouvel imaginaire. Alors, en définitive, qu'est-ce que la géopolitique d'un univers narratif? La vraie question, en fait, c'est qu'est-ce qu'un univers narratif? Une réalité que l'on identifie à la nôtre, qui retranscrit nos rapports aux autres et au monde, à des degrés parfois incestueux quand on flirte avec la mise en abîme. Mais la question, là aussi, est mal posée. Il s'agit plutôt de déterminer ce qu'on en fait pour pouvoir déterminer ce que c'est. Comme pour tout, en fait, maintenant que j'y pense, ouais. C'est toujours ce qu'on fait des choses qui donnent aux choses interrogées leur ontologie.
Et la géopolitique d'un récit n'échappe pas à cette vérité. Ce qu'elle est, c'est ce qu'on en fait, une fois qu'on l'a extraite de son contexte, une fois qu'on l'a extirpée de sa source pour l'intégrer à notre perception des choses et des mondes auxquels on assiste depuis le siège à la cour de la salle obscure de notre propre imaginaire. Et le piège de l'exagération n'est jamais loin, dans ce domaine comme dans les autres. On ne compte plus le nombre de fois où les créateurs nous en ont beaucoup trop dit sur les origines de ce qu'ils ont créé, où ils ont tellement comblé les flous qu'il n'y a plus aucune part d'ombre à exploiter, ou s'immiscer pour rêver à notre tour, sans laisse ni muselière. Entre séries, préquels, remakes et requels, oui, ce terme existe, à mon grand désarroi, oui. Il manque de plus en plus la place pour se forger sa propre interprétation et loger son propre imaginaire. Et comme les héros sont eux aussi de plus en plus extrapolés à leurs environnements, la chasse au flou se fait aussi dans la sphère géopolitique. C'est pourtant un critère impérieux pour rêver à notre tour. Enfin, merde quoi. Je veux dire, vous avez vraiment envie de savoir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros ? Vous avez vraiment envie de voir les havres gris de vos yeux ? C'est tellement plus libérateur de pouvoir les imaginer. La géopolitique nous est nécessaire dans un récit parce qu'elle existe dans notre réalité et qu'on a besoin de repères pour nous rendre véridiques les mensonges pour lesquels on paie volontiers. On a envie d'avoir une carte du monde fictif dans lequel notre imaginaire se balade, de même qu'on ne crache pas sur un arbre généalogique de nos personnages. Mais plus encore que ça, c'est de la faille de cohérence dont on a besoin. Parce qu'elle est une frontière à notre seuil de rêverie. Parce que c'est de cela dont on est à la recherche perpétuelle. Un terrain de jeu pour notre propre imaginaire, afin de pouvoir accéder au vrai monde à notre tour. Le vrai monde. Le monde que l'on a choisi.